Philippe Germain, le WWF, le Fonds mondial pour la nature, est une ONG qui collecte des fonds depuis 1961. Est-ce que cette ONG est devenue aujourd'hui un label ou une marque, en quelque sorte, ou les deux? Un peu les deux, je crois. Et surtout, on a la chance d'avoir ce panda qui est notre logo et qui est connu de par le monde. Nous sommes une organisation qui est présente dans plus de 100 pays dans le monde. Nous sommes plus de 5000 salariés. Et notre budget est supérieur au budget des Nations Unies pour l'environnement, c'est pour vous dire. Et vous êtes situé où dans le Pacifique? Alors dans le Pacifique, nous avons une antenne française ici en Nouvelle-Calédonie. Nous allons en ouvrir une à Papeete, à Moorea exactement, quoi. Et pour couvrir la Polynésie, nous avons deux spots de biodiversité française magnifiques que sont bien entendu la Calédonie et la Polynésie. Et nous avons une très grosse antenne, bien entendu, en Australie, qui est un pays, un immense pays, dans la zone. Nous avons un bureau régional qui coordonne l'ensemble des îles aux Fidji. Qu'est-ce qui vous différencie, Philippe Germain, de Greenpeace, par exemple? Chacun sa personnalité. Nous sommes une organisation d'abord de protection de la nature. Et les fonds que nous collectons servent en général le plus souvent à protéger des espaces et des espèces. Nous sommes l'organisation qui protège les espèces sauvages de par le monde. Vous êtes moins clivant que Greenpeace, par exemple? Moins Oui, offensif? ça dépend de qui. Nous essayons de développer une écologie plutôt positive et d'apporter des solutions, pas uniquement. Je pense que le temps de la gestion est venu pour l'écologie. On ne peut pas toujours critiquer sans apporter de solutions. C'est un peu le job du WWF, qui a effectivement un nom assez difficile à prononcer en français, puisque c'est un nom un peu anglais, bien que l'organisation soit suisse. Mais nous sommes effectivement plus sur le terrain et plus à protéger la faune sauvage et les grandes espèces. Alors vous êtes un fonds mondial pour la nature, donc vous vivez des dons de vos donateurs, c'est cela, qui vous permettent d'investir dans des projets. Nous vivons que de dons. 70% sont des dons, en ce qui concerne la France, qui viennent des citoyens français, et un tout petit peu de certaines entreprises qui partagent les mêmes valeurs que nous et qui veulent développer des programmes de conservation avec nous, soit de faune, soit de flore. Mais justement, vous parlez d'entreprises qui partagent les mêmes valeurs que vous, des industriels notamment? Il y a quelques industriels quand même qui aujourd'hui comprennent que le monde change et qu'il faut développer leurs activités en ayant un sens du développement soutenable et durable. Et nous n'avons rien contre le fait de développer une activité économique. Nous souhaitons que cette activité économique soit verte, en fait qu'elle se substitue à une économie qui a profondément, depuis plusieurs années, détruit la nature, vers une économie qui puisse se développer en phase avec la nature. Car la nature, nous en avons tous besoin. Nous sommes la nature nous-mêmes. Et toutes nos études montrent que depuis une quarantaine d'années, la biodiversité mondiale a diminué de 52%. L'humanité consomme à peu près une fois et demie les ressources que la planète peut donner. Donc on ne peut pas continuer là-dessus. Mais si je comprends bien, Philippe Germain, vous avez des partenariats avec des sociétés, que ce soit de l'industrie, de la grande distribution. Est-ce que c'est pas paradoxal? Parce que ce sont quand même des pollueurs. Écoutez, tout le monde pollue, donc c'est pas le problème. Le problème, c'est comment il y a un certain nombre d'entreprises qui conçoivent leur activité avec une réduction de leur empreinte sur l'écologie. Je vais vous donner un exemple. Euh, une très grande entreprise, Michelin, considère qu'aujourd'hui, pour s'approvisionner en caoutchouc, le caoutchouc qu'elle trouve sur le marché est produit de façon pas soutenable, et notamment conduit à de la déforestation de forêts primaires tropicales. Et ils ont décidé de créer un label EVA soutenable, c'est-à-dire que de n'acheter que du caoutchouc venant de plantations soutenables. Eh bien, il faut soutenir ce genre d'initiative. Cette entreprise a compris le risque qu'elle avait d'acheter une matière première qui avait pour conséquence
de couper de la forêt primaire qui, comme vous le savez, est une forêt qui absorbe le gaz carbonique. Donc pas de partenariat avec on va dire des producteurs de malbouffe ou des extracteurs de gaz de schiste. Non, 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 bien sûr. D'ailleurs, on s'interdit un certain nombre de secteurs, que ce soit le nucléaire, l'énergie fossile, l'armement, les boissons, etc. Donc on a quand même une éthique assez forte sur ces partenariats avec le monde industriel. Alors venons-en à cette COP 21, cette 21e conférence des partis. Vous y allez être présent? Oui, notre organisation est observateur officiel de ces conférences sur le climat. C'est la 21e. Ça fait 20 ans de trop, quoi, en fait, d'une certaine façon. Le climat, notre organisation, comme d'autres, disent depuis 20 ans qu'on est sur un train d'augmentation des gaz à effet de serre qui est un train insoutenable pour la planète et insoutenable pour les hommes. Donc là, il y a une conférence, c'est la 21e, elle est à Paris. Très heureux qu'elle soit à Paris, mais il faut maintenant que les diplomates qui sont chargés de cette conférence passent à la vitesse supérieure, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Vous voulez obtenir quoi, Philippe Germain, lors de cette conférence? Notre organisation, comme beaucoup d'autres, y compris d'ailleurs comme le gouvernement français aujourd'hui, souhaite une chose à Paris, c'est que tous les pays du monde s'engagent, tous, à réduire les gaz à effet de serre. Chacun, d'ailleurs, après, il faut trouver qui fait quoi et quels vont être les engagements des uns et des autres. Mais on ne peut plus avoir un dispositif où seuls quelques pays industrialisés doivent faire des efforts et le reste de la planète pas. Alors on a une dépêche AFP ce soir qui nous dit que le président Obama se prépare à un plan d'envergure en faveur pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous ne pouvez que souscrire, mais pourtant il n'a pas signé, ce pays, ce grand pays pollueur, le protocole de Kyoto. Pour une nouvelle, c'est une nouvelle. C'est-à-dire vraiment, et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour l'humanité, comme c'était une bonne nouvelle que la Chine et les États-Unis aient décidé un plan commun pour lutter contre les gaz à effet de serre. À eux deux, ils représentent 45% des gaz à effet de serre mondiaux. Donc c'est beaucoup, c'est près de la moitié. Donc c'est normal que ces deux grands pays se mettent à prendre les mesures les plus drastiques et montrent l'exemple d'une certaine façon. Mais comment, par exemple, le WWF que vous représentez, Nicolas Hulot, Alain Bougrain-Dubourg, Yann Arthus-Bertrand vont faire changer les industriels de mentalité pour leur faire comprendre que la planète, c'est pas que du profit? Alors, d'abord, il n'y a pas que les organisations. Je vous fais remarquer que les États et le président de la République est impliqué. C'est le ministre des Affaires étrangères, ce qui est plutôt d'ailleurs une bonne chose. C'est-à-dire que le débat sur le changement climatique, il est en train de changer un tout petit peu, de passer d'un débat environnemental à un débat de société et de société planétaire. Bon, les organisations que nous sommes, ça fait 10 ans qu'on est là, 10, 15 ans, 20 ans, on est là à dire attendez, c'est le sujet le plus important. Nous le savons parce que, au fond, c'est la biodiversité qui est menacée par le changement climatique. Le changement climatique va tout transformer. J'ai un petit exemple. Si vous voulez, nous sommes aujourd'hui sur un trend qui fait qu'il y aurait une augmentation de 4,6 degrés d'ici la fin du siècle. Bon. Eh bien, 4,6 degrés, le climat de la ville de Marseille, c'est le climat du Caire. Et au Caire, c'est un climat politique difficile, mais c'est quand même un climat tout à fait sympathique. Il y a quand même beaucoup de sable et pas beaucoup d'apricots, pas beaucoup de pêche, quoi. Donc, si vous voulez, ça risque de bouleverser tout, avec bien entendu des impacts sur la vallée du Rhône, etc. Donc, il faut absolument, et là c'est un exemple, réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Que dire de Kiribati qui pourrait carrément disparaître sous les eaux avec 4 degrés supplémentaires sur la planète? J'ai vu que ce président qui est d'une île à côté de chez nous, là, à côté de la Calédonie, avait décidé d'acheter des terres aux Fidji pour y réfugier ses 100 000 concitoyens. C'est très, très, très grave. C'est très grave qu'aujourd'hui, la montée des eaux, qui est inéluctable, hein, si on est sur cette tendance, fasse disparaître un certain nombre de terres dans lesquelles des hommes vivent. Alors voilà qui nous emmène en Calédonie. Vous êtes ici depuis quelques jours. Deux sujets nous préoccupent en Calédonie, le nickel, les usines du nickel, et vous avez une action en faveur des dugongs. Alors parlons d'abord du nickel. On a 3 usines de nickel sur un pays grand, petit et grand, si tout est relatif. Qu'est-ce que vous en pensez? Et en plus, elles produisent avec du charbon. C'est carrément... Oui, alors il y a 2 sujets. D'abord,
Bon, c'est pas à moi de dire s'il y en a trop ou pas assez. D'une certaine façon, par contre, ce que je constate, c'est que la Calédonie est le 5e émetteur de gaz à effet de serre par habitant. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas énormément d'habitants. Et deuxièmement, il y a une intensité énergétique très forte du fait des usines dont vous parlez de nickel. Bon, ça c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est qu'effectivement, cette île, son mix énergétique devrait être les énergies renouvelables et le gaz. Bon. Et au fond, elle a plutôt un mix énergétique qui est celui du passé, le charbon. Le charbon, vous savez, c'est quand même ce qui fait 45% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc on ne peut plus brûler du charbon. Il faut arrêter de brûler du charbon pour faire de l'électricité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête, selon vous? C'est assez compliqué. Je pense que l'une des mesures, et d'ailleurs qui a été prise par le président de la République, mais qui est aussi prise par les Américains, c'est d'arrêter de financer, de subventionner les usines de production d'électricité par le charbon. Et d'ailleurs, le président de la République s'est engagé lors de la dernière conférence environnementale à ce que tous les financements export pour les centrales charbon soient interdits. Et d'ailleurs, en ce qui concerne l'usine d'ici, je ne vois pas pourquoi elle bénéficierait d'une défiscalisation. Je pense que ce serait même aller à l'encontre de la parole présidentielle. Deuxième sujet qui nous intéresse, les dugongs. Vous avez l'intention de faire un don pour sauver les dugongs? Les dugongs, c'est quand même une espèce très vulnérable. Il en existe pas mal en Australie, la première, je crois, 70 000. Il en existe quelques 6 000 dans l'océan Indien. Et la troisième population mondiale de dugongs, à peu près 1 millier, c'est en Nouvelle-Calédonie. Ce sont des animaux, des mammifères qui mangent de l'herbe et qui vivent très proches de l'homme. C'est comme ça qu'ils ont disparu partout ailleurs. Et je pense que la Calédonie au regard de cette espèce qui est en voie de disparition, a un devoir de la maintenir. Et je pense qu'il est temps maintenant, il y a eu beaucoup d'études, d'ailleurs très bien faites par l'organisme des aires marines protégées, etc. Maintenant, il faut passer des études, et y compris d'ailleurs de la réglementation, qui est plutôt bien, j'en ai parlé avec les deux provinces, mais il faut passer à l'action, et l'action c'est de protéger... Donc après le panda, c'est le dugong. Nous protégeons tous les animaux, et les mammifères marins, c'est quand même quelque chose qu'il faut préserver pour l'avenir de l'humanité. Une dernière question, Philippe Germain, sur votre budget national. Hein. Vous avez un budget de fonctionnement de 16 millions d'euros, je crois. 18,5. Voilà. Mais l'an dernier, il y avait un déficit d'1 million. Est-ce que vous avez redressé la barre? Ah oui, alors quand je suis arrivé, effectivement, d'ailleurs c'est pour ça qu'on m'a nommé, l'antenne française était un peu en déficit. Bon, j'ai redressé la barre, et cette année, je peux vous dire que nous avons un excédent d'1,6 million. C'est celui-là qui va me permettre, entre autres, de protéger le dugong. Et sur vos donateurs qui sont de moins en moins généreux, comment allez-vous les remotiver, Philippe Germain? Ce sera ma dernière question. C'est pas qu'ils sont moins généreux. Je pense que la crise partout dans le monde a fait en sorte que un certain nombre de gens qui donnaient à des organisations non gouvernementales comme les autres ont été un peu plus, ont eu un peu plus de difficultés à le faire. Mais je vois que ça repart aujourd'hui. Et j'appelle d'ailleurs les Calédoniens à nous aider à sauver le dugong. Merci pour avoir accepté notre invitation, Philippe. C'est moi qui vous remercie, monsieur.